Voilà, donc on en arrive enfin, comment dire, au cours en lui-même, enfin au cours aux sessions de bachotage en elles-mêmes. Euh, et donc les sessions de bachotage vont porter ce soir sur les classes d'émission et les conditions techniques. Alors, pour ceux qui veulent plus d'informations, les détails, puisque là on va voir juste un résumé, c'est sur la vidéo R12, sur la page les podcasts de notre site internet, et sinon aussi sur la page 14 du cours au format PDF, où comme vous l'avez là, ça c'est le même document que le PDF, sauf qu'il est au format HTML, et donc il est en ligne sur Internet. Voilà. Donc les classes d'émission, alors premièrement, les classes d'émission, elles sont définies dans le RR par l'UIT. Ce qui veut dire que tout le monde, dans le monde entier, tout le monde va utiliser ces classes d'émission pour définir dans quelle classe d'émission on émet. J'ai bien dit on émet. Évidemment, enfin, en règle générale, on émet et on reçoit dans la même classe d'émission, mais voilà, il pourrait y avoir des cas très tordus où on n'émettrait pas dans la même classe d'émission que celle qu'on reçoit. Bon, j'ai pas d'idée, enfin, je n'ai pas d'exemple particulier, mais ce qui est important là, ce sont les classes d'émission. Donc, classes d'émission, elles sont définies par 3 caractères. Donc, elles sont définies par une première lettre, un chiffre et une deuxième lettre. Cette première lettre va désigner le type de modulation. Comment je module la porteuse. La porteuse, donc, c'est la fréquence sur laquelle j'émets. Et cette fréquence sur laquelle j'émets, je peux la moduler de différentes manières. On verra dans la partie technique concrètement ce que ça veut dire. Là, pour le moment, on apprend juste des définitions et alors, il y a quelques questions sur ce qu'est une modulation. Que veut dire modulation d'amplitude, par exemple? On se doute bien ce que ça veut dire, parce que si je module l'amplitude, ça veut dire que je module la hauteur, la puissance de ma porteuse. Et donc cette modulation de porteuse va varier en fonction de l'information que je transmets. Donc de la voix, de l'image, que sais-je, tout ce qu'on veut. Et donc là, ma première lettre, c'est le type de modulation. Vous voyez, il y en a quand même un certain nombre. Alors, on va commencer dans l'ordre. Donc, on commence ici par les modulations d'amplitude. Donc, il y a 3 modulations d'amplitude. Alors, exactement, il n'y a qu'une seule modulation d'amplitude, mais après, il y a des petits détails. A, c'est la modulation d'amplitude, double bande latérale, c'est la classique. C'est celle qu'on va utiliser dans, je dirais, 99% des cas. Ça, c'est la A. La B, alors ce que j'ai mis en italique, ce sont des modulations que nous, radioamateurs, on n'utilise pas. Pour 2 raisons, soit techniquement c'est très compliqué, soit on n'a pas grand intérêt, ou c'est voilà, enfin, je ne vois pas trop à quoi ça pourrait nous servir. Donc, donc la A, encore une fois, modulation d'amplitude classique. B, amplitude, bande latérale indépendante. Ça, on verra ça quand on fera la partie technique. Dans
dans la modulation d'amplitude classique, la double bande latérale, on a la même information des deux côtés de la bande latérale. Dans le cas, donc quand on est en modulation de type B, on a deux informations différentes de chaque côté dans chaque bande latérale. C'est un peu comme si on pouvait faire de la modulation d'amplitude en stéréo. Voilà, ça donne une idée un petit peu. Donc on a une voix droite, une voix gauche, une voix inférieure et une voix supérieure. Elle n'est absolument pas utilisée par les radioamateurs. Pourquoi? C'est que c'est extrêmement compliqué à mettre au point. Alors, maintenant, avec tout ce qui est numérique, c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, quand on est en analogique, tout au moins avec des composants discrets, c'est un peu compliqué à générer. La bande latérale résiduelle, en fait, on coupe une partie de la bande, des deux bandes latérales. Donc on coupe parce que le signal modulant a une largeur de bande trop importante. Et donc, pour réduire un petit peu la largeur de bande, on coupe la bande latérale résiduelle. Enfin, on coupe la bande latérale, donc on appelle ça de la bande latérale résiduelle. Donc, concrètement, et ça, on va utiliser surtout ça, notamment en télévision, puisqu'on a une bande passante très importante. Donc, pour réduire, entre guillemets, la bande passante, eh bien, on va utiliser un artifice qui est un filtre qui va couper la modulation à la largeur de la bande souhaitée, pour pas que ça déborde de trop, et surtout que ça aille à l'extérieur de la bande radioamateur. Donc ça, c'est le C. J'aurais pu mettre ça en italique, mais on l'utilise un petit peu dans des cas très particuliers. Ensuite, on a deux modulations de porteuses que l'on appelle angulaires, puisque ce que je vais faire varier, c'est l'angle par rapport à ma porteuse. Donc cet angle, soit ça devient de la modulation de phase, soit je le mets enfin je fais une intégrale de ce déphasage et ça me génère une modulation de fréquence. On verra ça aussi en détail quand on fera la partie technique, mais sachez que phase et fréquence, ce sont deux modulations qui se ressemblent énormément. Ensuite, on a encore deux amplitudes, mais avec une particularité, c'est-à-dire que c'est de la BLU. Donc, quand je suis en BLU, c'est de la M, dont je retire une bande latérale et je retire la porteuse. Donc, quand je suis en code J, ma porteuse, elle est complètement supprimée, je n'ai qu'une seule bande latérale. Quand je suis en R, j'ai de la BLU porteuse réduite, c'est-à-dire que ma porteuse, elle n'est pas complètement supprimée, elle est juste réduite. Donc il en reste un petit peu, mais je n'ai qu'une seule bande latérale. Et enfin, j'ai le H, qui est de la BLU avec la porteuse complète. Donc là, donc j'ai ma porteuse et une bande latérale. On ne va absolument pas utiliser ce système-là. Ça, on va le retrouver essentiellement dans le trafic maritime. Voilà, mais nous, radioamateurs, on ne l'utilise pas. Donc voilà, on a fait les amplitudes, les angulaires, tous les types d'amplitudes, et on a un code D qui est donc amplitude et angulaire, où on a à la fois une modulation d'amplitude et une modulation généralement de phase, et non pas de fréquence. Et donc ça, c'est typiquement tout ce qui est numérique, mais numérique à haut débit.
Donc, nous, radioamateurs, on va utiliser ça notamment pour de la télévision, télévision numérique, ce qui va nous permettre d'augmenter le débit et donc de réduire la largeur de bande utilisable. Ensuite, on a plein de lettres là qui sont des modulations en train d'impulsion. On n'utilise absolument pas les trains d'impulsion dans notre activité. Donc ça, c'est typiquement une activité pour les radars notamment. Donc à chaque fois, chaque lettre, là, ça peut dire qu'on a un train d'impulsion modulé, par exemple, ici en amplitude, ou en phase, ou en fréquence, voilà, ou les deux. Voilà. Donc ça, ces lettres-là ne sont pas, enfin, existent, mais ne vont pas être utilisées pour nous. W, c'est la combinaison et K non couvert ci-dessus. Alors, je ne vois pas trop ce que ça peut, à quoi ça peut correspondre. Et N, c'est une porteuse qui est non modulée. Donc, c'est la porteuse, point barre. Ensuite, on a un chiffre. Ce chiffre, ça va déterminer le signal modulant. Comment cette modulation, comment comment on va la faire venir sur la porteuse. Donc 1 et 2 là, c'est numéro 1 et numéro 2, c'est à chaque fois une seule voie numérique. Et donc le 1, c'est une seule voie numérique sans sous-porteuse modulante. C'est-à-dire que j'émets ce qu'on appelle du tout ou rien. Soit j'émets, soit j'émets pas. Et selon que j'émets ou j'émets pas, bah, ça me donne l'information de mon signal, quoi. Typiquement en morse, j'émets ou j'émets pas. Et donc quand j'émets, bah, on entend quelque chose, quand j'émets pas, bah, on n'entend rien, mais quand j'émets, je peux émettre plus longtemps, et ça me permet comme ça de déterminer des points et des traits, et donc de donner l'information. Donc ça, j'émets ou j'émets pas. Quand je suis en chiffre 2, là, ma voix, je n'ai toujours qu'une seule voix, et j'ai une sous-porteuse modulante. Ce qui veut dire que, pour revenir à l'analogie avec le morse, soit j'émets une fréquence, soit je n'émets pas une fréquence, ou soit j'émets une fréquence ou une autre fréquence. Ça, c'est les deux, c'est le 2, on peut le concevoir dans ces deux possibilités. Hein, donc soit j'émets une fréquence ou j'émets une deuxième fréquence. Différente évidemment, pour voir l'écart qu'il y a. Ou j'émets une fréquence et je n'émets pas dans le deuxième cas. Donc ça, c'est les deux possibilités de ce chiffre 2. 3, c'est analogique. Analogique, ça veut dire, ben, je ne sais pas trop définir. Typiquement, la voix, c'est de l'analogique. Donc, si j'émets en téléphonie, ben, je ne peux pas définir, enfin, je ne peux pas donner cette information numérique. Elle ne peut être qu'analogique. Et typiquement aussi, par exemple, la télévision, c'est de l'analogique. On verra tout à l'heure quand on parle avec des exemples précis. Le 7, c'est le numérique. Donc des numériques, qui dit numérique dit du binaire, donc des 0 et des 1, et donc sur plusieurs voies en parallèle. Donc je peux émettre plusieurs voies jusqu'à, je sais pas, 32 voies, et donc ça me donne 2 puissance 32 possibilités de coder sur une seule, en même temps, quoi. Donc ça, c'est le numérique. Le 8, c'est
analogique plusieurs voix. Alors ça, c'est typiquement de la stéréo. Quand j'émets en FM stéréo, je suis en analogique plusieurs voix. Donc en type 8. 9, c'est analogique et numérique. Donc je mélange les deux. J'ai à la fois un signal analogique et à la fois un signal numérique. Alors typiquement, même si on n'a pas d'exemple chez les radioamateurs, enfin, il y en a sûrement, mais ce que vous utilisez plus quotidiennement, c'est sur votre autoradio en FM, vous avez donc la fréquence, enfin, la station que vous recevez, qui est donc en analogique, stéréo, et en plus vous avez le flux RDS, donc c'est les petits messages, alors soit le nom de la station ou le nom du chanteur ou d'autres informations qui défilent sur votre écran, sur l'écran de votre autoradio. Ça c'est du RDS et typiquement ça c'est du numérique. Donc les radios FM émettent en code ici 9. 0, il n'y a pas de signal modulant. Et X, autre cas, je ne vois pas trop ce que l'on peut avoir comme autre cas. Et enfin, la dernière lettre, c'est l'information que l'on a transmise. Donc ça peut être A, de la télégraphie auditive, donc typiquement du morse, tout ce qui peut se décoder à l'oreille. Donc le plus classique, c'est le morse, mais pourquoi pas d'autres moyens de télégraphie. Donc c'est de la télétranscription, hein, et c'est auditif, c'est-à-dire que vous pouvez le faire à l'oreille. Ça ne veut pas dire que typiquement du morse, on ne peut pas qualifier ça de télégraphie automatique, même si on le décode avec un ordinateur. Le morse, on peut le décoder à l'oreille, sauf si ça va trop vite, mais enfin bon, il faut quand même y aller. Et donc voilà, donc c'est de la télégraphie auditive. Télégraphie automatique, c'est typiquement par exemple du Telex. Le Telex, le PSK31, voilà, du FT8, c'est de la télégraphie automatique. Pourquoi? Parce que s'il n'y a qu'une machine qui peut le faire. Et votre oreille, vous allez peut-être reconnaître le type de modulation, mais vous n'arriverez pas à décoder. Facsimilé, donc ce sont des images fixes. C'est de l'envoi d'images fixes. Donc ça c'est du facsimilé. Des transmissions de données. Voilà. Téléphonie, donc c'est tout ce qui est voix, donc de la téléphonie. La télévision, et quand on parle de télévision, c'est le côté vidéo. C'est-à-dire que si vous émettez en télévision vidéo plus voix, eh bien donc c'est du F et du E. Et on peut, comme il faut choisir entre les deux, eh bien on va choisir la troisième cas, c'est-à-dire la combinaison des cas ci-dessus. Donc on va avoir, si vous émettez en télévision, la plupart du temps c'est en W, puisque vous envoyez un flux vidéo et un flux de téléphonie. Ma vie, je l'amène à 100 à l'heure. Mais est-ce que Voilà, alors si vous n'envoyez aucune information, bah, c'est N. Et autre cas, encore une fois, je ne vois pas trop ce que ça pourrait être, bah, vous utilisez X. Voilà, donc ça, c'est le tableau qui va vous permettre de, comment dire, de déterminer la classe d'émission que vous utilisez pour envoyer votre message. Alors, ça, donc, c'est dans cet ordre-là. Enfin, les chiffres et les lettres sont dans cet ordre-là.
En revanche, la définition en elle-même, c'est pas dans cet ordre-là. Ça, c'est là que c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'en règle générale, on va commencer par donner le type d'information transmise. Est-ce que c'est de la téléphonie, de la télévision? Puis, on va donner le type de modulation et on va préciser à la suite ce que c'est s'il y a plusieurs voix ou si c'est de l'analogique, voilà. Et quelquefois, c'est même pas la peine de préciser parce que on sait pertinemment ce que c'est. Mais ça, c'est donc dans la définition. Et comme la NFR, comme à la NFR, on a des gens qui posent des questions, qui préparent les questions qui sont tordues, évidemment, ils vont mélanger plusieurs choses, mais en règle générale, on a toujours la modulation de porteuse suivie du chiffre. Voilà. Quelquefois, c'est dans cet ordre-là, quelquefois, c'est deuxième lettre, puis première lettre, puis chiffre. Typiquement, F3E, voilà, donc F, fréquence, 3, analogique, et téléphonie. Et donc, dans ma définition, c'est téléphonie, modulation de fréquence, analogique. Ça, c'est ma définition officielle. Mais lorsque je lis ça, ben en fait, je commence par téléphonie, puis fréquence, puis type de signal modulant. Donc, on va faire des exercices dessus, vous affolez pas, il y a toute une série d'exercices là-dessus. Donc, voilà. C'est un peu perturbant au départ, mais bon, après, il faut juste se rappeler que la première lettre, c'est le type de modulation, et la dernière lettre, finalement, enfin, le dernier caractère, c'est l'information transmise. Vous remarquez quand même qu'il y a des redites. Télévision, F, fréquence. Première lettre, ici, enfin, deuxième lettre télévision pour le F, F, fréquence. D, transmission de données, D, amplitude et angulaire. Donc ça, c'est souvent des pièges que tend la NFR pour voir si vous avez bien compris ce tableau de définition des classes d'émission. Je n'ai pas d'autre. Si le A ici et le A ici. Voilà, le B ici et le B ici. Le C ici et le C ici. Voilà, donc à chaque fois, c'est toujours le même. Ce que j'ai mis en italique, là, c'est soit des classes d'émission qu'on n'utilise pas, soit des classes d'émission sur lesquelles il n'y a pas de questions à l'examen, et c'est tant mieux puisque on ne les utilise pas. On n'utilise pas non plus une codification qui est prévue par le RR et qui va permettre d'indiquer la largeur du signal transmis. C'est important de savoir quelle est l'étendue du spectre que va utiliser votre signal. Alors si vous êtes en téléphonie, vous voyez à peu près ce que c'est. En FM, vous avez l'excursion, donc vous voyez à peu près ce que c'est, mais des fois, c'est moins clair. Et donc, pour cela, on a un préfixe, alors qui est défini dans le RR, mais que les radioamateurs n'utilisent jamais. Et donc on commence, avant que ces trois caractères de la classe d'émission, on a un préfixe de 4 caractères où on a 3 chiffres et une lettre qui va permettre de définir la largeur du signal transmis. Par exemple, si j'ai avant ma BLU, J3E, si j'ai 2K70, donc 2K70, ça veut dire que ma largeur de signal transmis, c'est 2 kHz, 2 kHz,7, enfin, ou 2700 Hz.
C'est ça que ça veut dire, ça. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois, il y a 4 caractères. 3 chiffres, une lettre. La lettre, elle va se positionner à la place de la virgule et elle va donner finalement le multiple du hertz utilisé. Et si c'est un H, ben ça sera des hertz. Chose importante, le chiffre ne peut jamais commencer par un 0. Ça commence par un chiffre entre 1 et 9. Donc en fait, on ne peut coder une largeur de bande que d'une seule manière. Alors, seul cas particulier, c'est au cas où la largeur de bande soit inférieure au hertz. Alors, je peux vous dire que nous, radioamateurs, c'est même pas la peine d'essayer d'y penser. En Morse ou en FT8, qui est le minimum, on va être aux alentours de 50 Hz. Donc voilà. Donc on ne peut pas être inférieur au Hertz. Et puis alors là, donc c'est les mégas, mais vous avez aussi les gigas, c'est-à-dire qu'on peut imaginer une bande passante supérieure aux gigahertz. Enfin, nous, petits radioamateurs, pour y arriver, il va falloir quand même transmettre pas mal de données. Voilà, donc ça, ce sont les classes d'émission, où il y a pas mal de questions. Il y a systématiquement dans les questions d'examen, il y en a systématiquement 2 au moins. Donc voilà, pas faire l'impasse là-dessus, ça serait dommage. Et puis, puisqu'on en est là, les ex-classe 3, donc les F0, n'ont droit qu'aux 6 classes d'émission suivantes. Et ça, c'était depuis l'origine, depuis 2000 tout court. Et donc, ces classes d'émission n'ont pas évolué, puisque je rappelle, l'ex-classe 3 a été arrêtée, enfin tout au moins, la NFR a arrêté de faire passer des examens en 2012. Voilà, et donc il y a toujours des gens qui n'ont pas passé l'épreuve de technique et qui donc n'ont droit qu'aux 6 classes d'émission suivantes, donc A1A, A2A, donc ça c'est du Morse finalement, A3E, F3E, G3E et J3E, et ça c'est de la téléphonie, donc en AM, en FM, en modulation de phase et en BLU. Voilà. Donc ça, ce sont les classes d'émission. Et encore une fois, il y a 2 questions systématiquement à chaque épreuve. Deuxième partie, donc c'est le deuxième chapitre. Voilà, donc là, si vous voulez regarder. Deuxième partie, c'est de cette soirée, ce sont les conditions techniques. Les conditions techniques, je rappelle, c'est l'ARCEP qui définit les conditions techniques de nos émissions. En fait, c'est assez simple, je dirais. Alors, il y a il y a 4 points. Premièrement, le seul matériel obligatoire dans une station radioamateur, c'est l'indicateur de puissance. Et donc, généralement, cet indicateur de puissance, en fait, c'est savoir si vous êtes en émission ou pas. Généralement, c'est intégré aux émetteurs sous la forme d'un espèce de bar graphe la plupart du temps, qui va vous permettre de déterminer, avoir une idée plutôt de la puissance qui est émise. Indicateur de puissance ne veut pas dire un wattmètre. Un wattmètre, c'est un instrument de mesure, alors plus ou moins précis selon la qualité de l'objet évidemment. Ce n'est pas ce dont on parle là, c'est pas un wattmètre, c'est juste un indicateur de puissance, c'est-à-dire que
Voilà, est-ce que je suis en émission ou pas? Et si je suis en émission, enfin, avoir un ordre de grandeur de la puissance émise. Voilà, c'est ça dont il est question quand on parle d'indicateur de puissance. Et donc le seul euh, matériel obligatoire à ce jour, depuis 2012, c'est l'indicateur de puissance. Tous les autres ne sont pas obligatoires. Ils peuvent être euh, recommandés, certainement, mais en aucun cas obligatoires. Deuxième chose, et ça c'est plus important, c'est la largeur de bande occupée. La largeur de bande occupée, elle est définie en fonction des fréquences. Pour les fréquences inférieures à 28 MHz, 6 kHz maximum. Donc ça veut dire que voilà, quand vous êtes en téléphonie en AM, bah, vous avez atteint le maximum. 12 kHz entre 28 et 144. Alors quand on parle de 144, c'est jusqu'à 144 mégas. À l'heure actuelle, on n'a que deux bandes qui sont ouvertes, le 28 mégas, donc de 28 à 29,7, et le 50 mégas de 50 à 52 ou 50 à 54 en région 2 et en région 3. Ensuite, on a 20 kHz entre 144 et 225 mégas. Là encore une fois, on n'a qu'une seule bande. Enfin, une seule bande en région 1, le 144. Le 225 mégas, c'est une bande qui est attribuée en région 2 uniquement. On parlera des régions une autre fois, mais voilà, en France métropolitaine, ça ne concerne que le 144. Et au-delà de 225 mégas, il n'y a aucune limite. La seule limite, c'est rester dans la bande radioamateur, bien évidemment. Il n'est pas question de d'émettre en dehors des bandes radioamateurs. Et ce que rajoute la décision 12-1241, c'est que l'optimisation de la bande passante occupée par une émission doit être recherchée. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous ne, si vous ne pouvez occuper que 3 kHz, vous n'allez pas chercher à occuper les 6 kHz, par exemple ici pour les fréquences inférieures à 28 MHz. Ça semble évident. Voilà, donc on cherche l'optimisation de la bande passante pour réserver la bande aux autres opérateurs, ce qui est tout à fait normal. Avant de passer au rayonnement même essentiel, c'est assez compliqué. Donc avant de passer à ça, on va parler des perturbations réinjectées dans le réseau de distribution électrique. Donc en clair, quand vous émettez, évidemment, il ne faut pas que vos émissions remontent par le réseau EDF. Ça semble bête, mais c'est ça qui peut souvent générer des problèmes. Donc pour éviter ça, eh bien, il y a une norme qui s'appelle la CISPR 11 que tous les professionnels connaissent et qui détermine quelles sont euh, les réinjections maximum dans le réseau de distribution électrique. Et en l'occurrence, alors les fréquences, c'est de 0,15 à 30 mégas. En dessous et au-dessus, c'est pas défini. Et alors c'est compliqué parce qu'il y a des seuils, enfin voilà, c'est un truc assez tordu. Vous l'avez si ça vous intéresse ici, voilà. Donc ça commence à 0,15 et on vous dit une valeur décroissant linéairement avec la fréquence de 2 mV à 0,15 jusqu'à 0,63 mV à 0,5 MHz. Voilà. Et puis après, il y a deux autres valeurs. Voilà, donc retenez entre 2 et 1 mV, c'est-à-dire pas grand-chose, de 0,15 à 30 mégas.
Ça, c'est ce que vous pouvez au maximum réinjecter dans le réseau de distribution électrique. Et ça fait partie d'une norme. Donc quand vous avez sur vos alimentations un logo CE, ça veut dire que l'alimentation, elle respecte cette norme CISPR 01 qui est applicable à tout matériel électronique mis sur le marché européen. Voilà. Donc, il y a quelques questions un petit peu tordues. Donc, quand on vous dit que le seul matériel obligatoire, c'est l'indicateur de puissance, il y a aussi quelque part du matériel à tout au moins à avoir si vous fabriquez vous-même votre alimentation. Pensez à filtrer l'alimentation et donc d'ajouter entre guillemets un filtre secteur, puisque c'est le nom qu'on lui donne généralement. Voilà, donc on en arrive aux émissions de rayonnement non essentiel. Alors, je vais vous faire un petit zoom si j'y arrive de ce truc-là. Est-ce que je vais y arriver? Ah non, ça ne veut pas zoomer. Je ne vais pas le zoomer là non plus. Bon. Bon, donc je ne sais pas comment on zoome avec ça. Il doit y avoir une astuce que je ne vois pas. Ah bah si, le voilà mon zoom. Voilà, alors je descends un petit peu. Je vais vous grossir ce joli schéma. Donc ça, c'est ces fameux rayonnements non essentiels dont on parle. Ça, c'est très important et ça va un petit peu avec ce qu'on vient de voir, la bande occupée. Ici, entre les deux traits, ici, donc, ici la courbe en cloche, là, ce que j'appelle une courbe en cloche, c'est cette courbe-là, ça, c'est la puissance de vos émissions. Donc évidemment, la puissance de vos émissions, elle est maximum sur la fréquence sur laquelle vous émettez et un petit peu autour, qui va être fonction du signal que vous allez transmettre. Si c'est de la voix, ça va être un tout petit peu plus large que si c'est juste, par exemple, du FT8 ou du Morse. Et si c'est de la télévision, ça va être beaucoup plus gros que votre message que la voix. Voilà. Et puis si vous êtes en FM, c'est pas la même largeur que si vous êtes en BLU, etc., etc. Bon. Donc ça, c'est votre bande passante. Et donc, c'est, voilà, ça a été défini comme ça, c'est votre bande passante. Donc tout ce qu'il y a à côté de la bande passante, donc ce qu'on appelle ici des émissions hors bande passante, hein, c'est pas hors bande radio amateur, c'est hors bande passante. Ici, il y a un écart entre la porteuse et cette limite ici des émissions hors bande, qui est donc 2,5 fois la bande passante. Ce qui veut dire que on commence à regarder ici à partir de 5 fois la bande passante. Que se passe-t-il au-delà? Parce qu'évidemment, on ne va pas commencer à regarder juste sur ces émissions qui sont juste à côté, parce que vous êtes certain que ça ne va pas être bon. Donc l'ERR prévoit qu'il faut mesurer à partir donc de cette limite, qui est donc 2,5 fois la bande passante. Et ce n'est que ici que l'on mesure ces rayonnements non essentiels. Rayonnement non essentiel, donc c'est tout ce qui n'est pas de votre de la puissance que vous émettez. Et ces rayonnements non essentiels doivent être atténués au moins de 43 dB plus 10 log de P. Alors, ça va vous faire, je suppose, hurler, bondir.
parce que me dire, mais je ne sais même pas de quoi on parle. Je vous rassure, ça c'est, il n'y a pas de question dessus, et heureusement. Et on verra ça quand on parlera de la technique. Voilà. Mais sachez que des atténuations de ce type, c'est assez contraignant. Voilà, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et voilà, donc faut faire en sorte d'atteindre cette atténuation, sachant encore une fois qu'on est éloigné de du centre de la bande sur laquelle on émet. Voilà. Donc, alors je reviens au dézoom. Voilà. Pourquoi donc mon atténuation, là, une superbe formule. Alors RNE, ce sont des rayonnements non essentiels. Ça se mesure en dBc, donc en décibels par rapport à la porteuse. Ça, c'est un terme anglais, donc dBc, ça veut dire décibels par rapport à la porteuse. Et ces rayonnements non essentiels, ils doivent être inférieurs à 43 dB plus 10 log de P, et P étant la puissance de l'émetteur. Donc on peut se faire des petits calculs, il y a des calculs qui sont faits pas dans le cours, mais j'ai dû mettre ça dans les textes de réglementation, donc il y a tout un article que j'avais fait autour de ça, assez compliqué, et c'est aussi repris d'ailleurs dans la vidéo, dans la vidéo du cours magistral. Bon, voilà, c'est pas la peine de vous étendre là-dessus, sachant qu'il n'y a pas de questions, enfin, pas encore de questions à l'examen, et c'est tant mieux parce que c'est très, très tordu. Alors, juste pour votre information, l'ERR, dans sa mensuétude, dans sa bonté, limite le niveau des rayonnements non essentiels à moins 50 dB pour les radioamateurs et pour les fréquences inférieures à 30 mégas. C'est-à-dire que pour les fréquences inférieures à 30 mégas, on oublie cette formule, alors sauf si on a moins de 5 watts, puisque 5 watts c'est à peu près 7 dB. Mais voilà, donc les QRP éventuellement n'y échappent pas, mais si on a plus de 5 watts, de toute façon, ces rayonnements non essentiels, ils sont limités à moins 50 dB. Alors moins 50 dB, c'est quand même, par rapport à la puissance ici de la porteuse, enfin de émise, c'est un 100 millième de la puissance émise, ce qui est pas grand-chose quand même. Et d'autre part, pour donc les fréquences supérieures à 30 mégas, cette belle formule revient à dire que les rayonnements non essentiels doivent être inférieurs à 500 microwatts, quelle que soit la puissance. Donc, pas grand-chose. Voilà, donc on en a terminé ici pour les conditions techniques. Alors, s'il n'y a pas de questions, je pense pas, j'en ai pas vu. S'il n'y a pas de questions, on va passer aux exercices. Et je compte sur vous pour rendre vivant cette partie-là. Donc encore une fois, on va utiliser les séries de progression. Ici, j'en ai préparé 3. Une sur les classes d'émission, une, donc la P02 sur les classes d'émission, la P03, ça va être sur tout ce que l'on a vu, notamment enfin, tout ce qui est conditions techniques.
Et un petit complément aussi de ce que l'on n'aura pas vu sur les classes d'émission. Et la P04, donc, on va reprendre tous les thèmes que l'on a vus et la semaine dernière et cette semaine, pour voir si vous avez bien suivi la semaine dernière et bien suivi cette fois-ci. Voilà, donc je reviens. Donc on va lancer, ça se lance automatiquement, vous allez voir. Yes. Voilà, c'est parti. Ouais, je pense que c'est lisible. Enfin, tout au moins sur le retour que j'ai, c'est pas trop mauvais. C'est pas trop petit, donc ça devrait aller. Donc, on a lancé. Alors, j'ai pas fait gaffe au timing. On va essayer de ne pas se faire planter par le chronomètre que je n'ai pas réglé du coup. Je pense que il a gardé le dernier réglage qu'on avait fait. Ça j'en ai de certains, on va voir. Question 1. Symbole de la modulation d'amplitude, double bande latérale, télégraphie pour réception auditive. Alors, donc je reviens sur ma synthèse. Nous y voilà. Alors, modulation d'amplitude, double bande latérale, c'est le A. Télégraphie pour réception auditive. Donc, première lettre A. Deuxième lettre A. Sans emploi d'une sauve porteuse modulante, donc c'est le 1. Alors évidemment, je vous montre là, ici, sur le PDF, mais le jour de l'examen, c'est le PDF qu'il faut avoir en tête, hein, puisque vous ne l'avez pas sous la main. On continue. Que signifie la lettre G dans les classes d'émission? Alors, j'ai pas de G là-dedans, dans la deuxième lettre. Par contre, j'en ai une là, angulaire phase. Donc c'est de la modulation de phase. Modulation de phase. Les autres ne sont pas bonnes. Dans la classe d'émission F2D, que signifie le chiffre 2? Une seule voix avec sous-porteuse modulante. Alors, signal digital sans emploi de sous-porteuse modulante. C'est pas ça. Signal analogique. C'est pas ça. Plusieurs fois contenant de l'information numérique. Ce n'est pas ça, puisque ça serait le 7. Signal digital avec emploi d'une sous-porteuse modulante. C'est ça. Alors, juste un petit truc. Alors, est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais pas, enfin, tout au moins c'était noté dans le compte-rendu. Signal digital, c'est pas du français. Digital, en français, c'est relatif au doigt. On devrait dire signal numérique. Voilà, c'était juste une petite remarque. Voilà. Donc, le signal digital n'est pas du français. Tout au moins c'est en français, mais ça ne veut rien dire dans ce cas-là. Dans la classe d'émission A3C, que signifie le C? Donc A3C, c'est ma deuxième lettre. Et je cherche le C, c'est facsimilé. Facsimilé. De toute façon, il n'y a pas de piège parce que ici, bon, bande latérale réduite, ça serait plutôt ici résiduel. Donc voilà, c'est peut-être le piège, il est ici avec la première lettre. Mais bon, ça, faut avoir ce tableau-là en tête, en fait. Et pour ce tableau-là, malheureusement, je n'ai pas de méthode facile
mnémotechnique pour apprendre ça. Voilà, on voit à peu près ici que c'est, voilà, on est en numérique là ici, puis analogique, puis numérique, puis analogique, enfin, puis numérique, puis analogique et numérique. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut avoir ici. Ici, sur cette partie information transmise, alors dans les vieux, si vous regardez la vidéo du cours magistral, A comme auditive, B comme bécane, puisqu'on est obligé d'avoir une bécane pour décoder. C comme copie, donc je fais une copie et non pas une image vidéo. D, D comme données, ça c'est facile. E comme écoute. F comme France Télévisions, c'est plus ou moins tiré par les cheveux. Voilà. Et puis après, il y a W, j'ai jamais vu de question avec un W, donc voilà, ça devrait aller. Et puis pour les lettres, par apprendre ça par cœur, il n'y a rien, enfin à part le A de amplitude et le F de fréquence, c'est à peu près tout. Le reste n'est pas réellement, voilà, on ne peut pas se retrouver avec les initiales. Donc désolé, j'ai pas vraiment de méthode pour apprendre ça. Alors, le code définissant une émission en phonie se termine par la lettre. Alors, phonie, donc en téléphonie, donc c'est la lettre E. Ouais, alors après, est-ce que le compte-rendu était, enfin, reflétait vraiment de la question ou est-ce que c'est une interprétation du candidat? Je ne sais pas, en tout cas, il m'a remonté une émission en phonie. Dans F3D, que signifie la lettre D? Donc D en dernière position, c'est la transmission de données. Dans la classe d'émission C3F, que signifie le C? Donc C, amplitude bande latérale résiduelle, amplitude bande latérale résiduelle. Et non pas facsimilé ici, qui serait donc en dernière position. Alors ça, concrètement, C3F, on voit que c'est de la télévision. Amplitude bande latérale résiduelle, 3 analogique, F télévision. Donc c'est la télévision analogique. Et pourquoi C? C'est que la télévision, c'est une bande passante très large, d'autant plus large si on est par exemple en couleur. Et donc on a une partie de la bande latérale qui va être tronquée parce que on va avoir du mal à faire, à régler parfaitement le transistor final d'émission. Et donc, de ce fait, il y a une partie de la bande latérale qui va être tronquée, et c'est pour ça qu'on est en bande latérale résiduelle. Classe d'émission F2D, que signifie le F? Donc là, maintenant, on en arrive à la première lettre. F, c'est la fréquence, modulation de fréquence. Alors, modulation de données, ça ne veut rien dire. C'est un type de modulation qui n'existe pas. Voilà. Il y a des fois. Alors, il y a beaucoup de cas où c'est moi qui ai inventé les fausses réponses, puisque malheureusement, je n'ai pas l'information des réponses proposées par la MFR. Alors, que signifie la deuxième lettre dans F3F? Alors là, typiquement, là, j'ai 2 fois F. Donc, c'est fréquence en première lettre et télévision en dernière lettre. Donc, c'est de la télévision FM. Mais là, du coup, c'est de la télévision. Il faut bien lire, de savoir de quoi on parle
ne pas se planter. Que veut dire la lettre E dans la classe J3E? E, donc ici, E, téléphonie. Symbole de la modulation de phase, signal analogique, télévision. Alors maintenant, là, on a droit à une définition complète. Donc il faut aller chercher modulation de phase, G, signal analogique 3, télévision F. G3F, la voilà. Symbole de la modulation d'amplitude, double bande latérale, signal analogique, téléphonie. Alors, modulation d'amplitude, double bande latérale, c'est le A. Signal analogique, le 3. Téléphonie, le E. A3E. Le voilà. Symbole de la modulation de fréquence, signal analogique, fac-similé. Alors, fréquence F3, C. F3C. Symbole de la modulation d'amplitude, bande latérale unique, porteuse supprimée, télégraphie pour réception automatique avec emploi de sous-porteuse modulante. Donc là, la NFR a fait ça dans le désordre le plus complet, qui n'est pas l'ordre défini par le RR. Mais c'est pas grave, on va s'en débrouiller. Modulation d'amplitude, bande latérale unique, porteuse supprimée, c'est un J. Téléphonie pour réception automatique, c'est un B. Donc ça peut être J, ça peut être le B, le J et le B, c'est bon. Donc maintenant, il faut trouver le chiffre avec emploi d'une sous-porteuse modulante. Donc s'il y a une sous-porteuse modulante, donc c'est le 2. Donc 1, ça serait sans sous-porteuse modulante, et le 7, c'est plusieurs voies, c'est-à-dire émettre au moins sur 2 voies pour transmettre l'information. Je ne sais pas si ça peut correspondre à quelque chose. Peut-être ou peut-être pas. Voilà une classe d'émission à inventer. Quel est le code pour téléphonie modulation de phase? Alors vous remarquez que on n'a pas rajouté analogique parce qu'on sait que dès que c'est téléphonie, automatiquement c'est de l'analogique. C'est de l'analogique quand c'est de la télévision, de la téléphonie ou du facsimilé. Ça ne peut être que de l'analogique. Et si on émet de la voix sur IP, donc Internet Protocol, on est en transmission de données. D'accord? Donc quand on est en numérique pur et dur, alors transmission de données, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un système qui va permettre au récepteur d'être certain d'avoir récupéré parfaitement tous les bits. Donc soit un système le récepteur et l'émetteur causent, c'est-à-dire que le récepteur passe en émission et envoie un accusé de réception de paquet, ou le cas si on est en émission du style TNT. Dans ce cas-là, il y a un émetteur et des récepteurs qui ne peuvent pas communiquer avec l'émetteur. L'émetteur envoie des bits complémentaires, des informations complémentaires qui permettent au récepteur de vérifier que, que tout est bon, qu'il n'y a pas d'erreur. Et donc il y a des bits complémentaires qui s'appellent du contrôle de redondance cyclique. Alors ça, c'est de l'informatique, et les informaticiens, ils sont bien au courant et ils pourront vous expliquer ça beaucoup plus, beaucoup mieux que moi. Donc, modulation de phase téléphonie, modulation de phase, elle est là, G, téléphonie, elle est là, E, donc c'est G3E, et la voilà,
et non pas E3G, qui serait dans cet ordre-là. On commence toujours par la modulation de la porteuse, même si là, dans la définition, elle est passée à la fin. Alors, là, c'est écrit tout petit. Ça, c'est une question à tiroir. Donc, signification de F2A. Est-ce que c'est télévision, modulation d'amplitude, bande latérale? Alors déjà, A, ça doit terminer par télégraphie auditive. Il n'y a qu'une seule télégraphie auditive, c'est le B. On va vérifier jusqu'au bout quand même. Donc télégraphie auditive, modulation de fréquence, c'est bien le F. Avec sous-porteuse modulante, c'est bien le 2. Donc je confirme, c'est cette réponse-là. Que signifie G3E? C'est à peu près la même chose. G3E, alors G modulation de phase et E téléphonie. Modulation de phase, téléphonie. Voilà, ouais, c'est bon. Quelle est la définition de la classe A2B? Alors A, c'est modulation d'amplitude. Alors, on ne parle pas de double bande latérale, on ne parle nulle part de double bande latérale, mais quand on parle de double bande latérale, ça veut dire que c'est la modulation d'amplitude classique. Donc, à la limite, je comprends qu'on ne le précise pas. Mais B, c'est télégraphie automatique. Alors là, j'ai 2 télégraphies automatiques. Et là, j'ai sans emploi de sous-porteuse modulante et avec sous-porteuse modulante. C'est un 2, donc c'est avec sous-porteuse modulante. Définition de la classe F3E. F, c'est la fréquence. J'ai 2 fréquences. E, c'est téléphonie. Ce n'est peut-être que celle-ci. Que signifie J3E? Alors, J, BLU, porteuse supprimée. Analogique le 3, ok. Et E, téléphonie. Donc, téléphonie BLU, ça me va bien. Alors, je vais pas regarder les autres. Alors, facsimilé, c'est un E, donc c'est pas bon. Facsimilé, ça serait un C. Télévision, ça serait un F à la fin. Et télé, alors ça peut être téléphonie, bande latérale unique, porteuse supprimée, un seul canal contenant de l'information analogique. Ah. Alors ça peut être... Ça, c'est très fort. Ça peut être celle-ci ou celle-ci. Là, il y a 2 possibilités. Alors, qu'est-ce qu'il y a de porteuse supprimée? Oui, parce que là, en fait, bande latérale unique, mais on ne précise pas si c'est porteuse supprimée, réduite ou complète. Donc là, je n'ai pas suffisamment d'informations. Non. Voilà. Ici, là, j'ai terminé et je pense que je ne me suis pas... Alors, la définition complète plutôt que analogique tout court, effectivement, la définition complète dans le RR, c'est un seul canal contenant de l'information analogique. C'est ça la vraie définition du chiffre 3. Généralement, elle n'est pas donnée aussi clairement que ça. On parle de signal analogique, point barre. Donc voilà, on a terminé. Êtes-vous sûr? Oui. Oh, on s'est planté à une. Alors, pourquoi on s'est planté? Télégraphie pour réception auditive. Ouais, bah j'ai coché le B. Je ne sais pas pourquoi. Je devais être fatigué alors que c'était le A qu'il fallait cocher. Voilà. Mais voilà, ça
c'est une erreur bête, une erreur pour lesquelles voilà, on ne devrait pas en faire. Manque de concentration pour la première question. On va passer à la deuxième série. Alors effectivement, c'est la P02. Et maintenant, on va passer à la P03. Alors vous remarquez que si vous lancez même chose ici, ce lien, ça va fonctionner aussi chez vous parfaitement. Voilà, le P03. Donc la suite, je dirais, des questions autour des classes d'émission et sur les conditions techniques. Alors, quels symboles de transmission sont interdits pour les opérateurs de classe 3? Alors, je vous rappelle, on revient là. Hop, 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 hop. Voilà. Les ex-classes 3 n'ont droit qu'à ces 6 classes d'émission. A1A, A2A, A3E, F3E, G3E et J3E. Il faut avoir ça en tête. Alors, c'est-à-dire qu'on continue à avoir des questions sur ces particularités de l'ex-classe 3, bien que ça fait 11 ans qu'il n'y a pas de nouveaux opérateurs. Et qu'en aucun cas, si vous passez l'examen aujourd'hui, vous aurez un certificat d'opérateur de classe 3. Donc, quel symbole est interdit? Donc, c'est le F2D, puisque A3E, ils y ont droit, F3E, ils y ont droit, et A2A, ils y ont droit, donc c'est le F2D. Alors, on en arrive à notre... alors ça, c'est des questions qui sont assez récentes, qui doivent dater de 3-4 ans, où l'ANFR a été chercher dans le RR cette possibilité-là d'indiquer la largeur du signal transmis, sachant que c'est absolument pas utilisé par le radioamateur, même si ça, on peut considérer que ça peut être un tort, parce que ça peut être intéressant quand même, mais voilà, donc il n'y a pas de question. Donc la codification d'une largeur de bande de 10,4, quand on regarde comment est composé le code, donc ça serait, donc le multiple utilisé c'est le kilohertz, donc K, et donc comme j'ai 4 caractères possibles, et que mon multiple, je vais le mettre à la place de la virgule, donc il n'y a plus qu'une seule possibilité, ça fait 10K4. Voilà. Et tous les autres possibilités, là, ne sont pas possibles. Voilà, donc c'est 10K4. Voilà, c'est écrit dans le RR, c'est pas... C'est peut-être pas aussi limpide que ça, mais voilà. Et c'est vrai que la première fois où le candidat a eu ça, j'ai eu... Déjà, il ne comprenait pas la question, et j'ai eu du mal à tilter pour savoir de quoi on me parlait à ce moment-là. Maintenant, ça va mieux. Autre type de questions qui, visiblement, sont quand même assez anciennes, c'est le schéma de représentation d'une modulation. Là, en l'occurrence, ça va être une modulation d'amplitude. Alors, ces questions-là, elles sont issues, pour ceux qui sont, comme moi, des vieux, des questions qui étaient posées sur le Minitel. Rappelez-vous ce bel engin. Alors, autant ça marchait bien quand on envoyait du texte, pour faire des images, c'était un peu plus compliqué, et notamment des schémas. Là, en l'occurrence, c'était un schéma tel que présenté grosso modo
sur le Minitel. Et donc, voilà comment était représentée la modulation d'amplitude sur le Minitel. Donc, quand on parle de modulation d'amplitude, c'est pas du morse, parce que dans ce cas-là, j'aimais ou j'aimais pas, donc ça me fait des, euh, des pavés, un petit peu des rectangles. Quand je suis en FM ou en modulation de phase, ce qui bouge, c'est ma fréquence ou ma phase, mais mon amplitude, elle, ne bouge pas. Donc j'ai ici une amplitude constante quand je suis en F3E ou en G3E. Donc ici, je suis en A3E. Je vais revenir sur mon cours, parce que sur mon cours, j'ai laissé, voilà, sur le cours, j'ai laissé les formes de type de modulation et la représentation que ça devrait en être. Donc en gris, ici, la partie grisée, c'est la partie HF. Et les sinusoïdes, là, bah, c'est mon oscillogramme. Alors c'est peut-être pas aussi rapide que ça. Enfin, tout au moins, c'est beaucoup. J'ai beaucoup plus de sinusoïdes quand je suis en modulation d'amplitude parce que voilà, mais on voit bien là l'amplitude varie. En BLU, c'est un dérivé de la M, donc voilà, ça ressemble un petit peu. C'est un peu tordu. Il y a des moments où j'ai quasiment plus de puissance en BLU, alors qu'en AM, j'en ai toujours un petit peu. En morse, bah, j'aimais ou j'aimais pas, ça c'est typiquement un U en morse. Et en FM, comme en modulation de phase, euh, en fait, on ne voit pas la différence entre FM et entre modulation de fréquence et modulation de phase, on ne voit pas la différence. Ce qu'on voit bien là, c'est que la fréquence n'est pas la même, ou la phase n'est pas la même, et ce qui ne bouge pas là, c'est l'amplitude. Voilà. Donc le signal AM présenté dans les questions d'examen, c'est quand même plus ressemblant à ça qu'aux autres. Voilà. Alors, quelle est cette classe d'émission? Quelle est cette modulation? Bah, je vous l'ai montré tout à l'heure, donc ça c'est de la FM, puisque ce qui bouge là, on voit bien que c'est la fréquence qui bouge. Alors on verra ça plus en détail quand on verra la partie technique de l'examen, évidemment. Mais ces questions-là, ce type de questions-là n'est pas posé dans la partie technique. Ça mériterait d'être dans la partie technique, j'en conviens, mais elles ne sont pas posées dans cette partie-là. Elles sont posées. Alors moi, je les ai classées avec les classes d'émission, mais voilà. Alors, le filtre secteur est-il obligatoire dans une station d'amateur? Alors, je ne vais pas répondre parce que pour moi, alors, obligatoire, pas dans le texte, mais par contre, le CISPR 11 dont on parlait tout à l'heure, bah, malheureusement, ça fait partie, ça, des conditions techniques, parce que même si ce n'est pas clairement indiqué dans la décision 12-1241, cette norme, elle s'applique à tout matériel mis en vente sur le marché européen. Donc voilà. Donc moi j'aurais tendance à dire oui. On va voir ce que je suppose que l'ANFR a répondu. Encore une fois, avec le nouveau système de calcul de points, voilà, vous pouvez tenter une réponse. Au pire, bah, vous n'aurez pas 20 sur 20. Ça va vous énerver, je pense. Mais voilà. En tout cas, ce n'est plus maintenant problématique. Un indicateur de ROS est-il obligatoire? Non. Le
Ross, l'indicateur de Ross n'est pas obligatoire. Moi, je le recommande pour protéger votre émetteur. Mais si vous n'en avez pas, voilà, il n'y aurait plus que vos yeux pour pleurer le jour où où l'étage de puissance va fumer. Matériel obligatoire dans une station d'amateur. Donc encore une fois, est-ce que c'est la charge fictive? Non. Un filtre? Non. Un indicateur de rapport d'onde stationnaire? Non. C'est aucune de ces réponses. Le seul matériel obligatoire, encore une fois, c'est l'indicateur de puissance. Juste un truc, histoire de vocabulaire encore, une charge fictive, c'est quelque chose, c'est pas un terme adapté, même si tout le monde l'utilise, c'est pas un terme adapté. Soit c'est une charge non rayonnante, soit c'est une antenne fictive. Mais je vous conseille quand même d'utiliser une charge réelle et non pas fictive, parce que si elle est fictive, votre charge, elle ne fait pas grand-chose. Voilà. Donc c'est soit charge non rayonnante ou antenne fictive, mais charge fictive, même si c'est un terme que tout le monde utilise, c'est pas, ça veut pas dire grand-chose. Enfin, tout au moins, ça veut pas dire ce que, la fonction de la chose. Suivant. Alors, bande de fréquence occupée. L'excursion de fréquence sur la bande 145-500 doit être de... Eh ben, on regarde. Donc, 145-500, on est donc entre 145, entre 144 et 225, et c'est 20 kHz. Donc, quand je suis en FM, l'excursion, puisque quand on parle d'excursion de fréquence, on parle bien de FM, et donc l'excursion de fréquence, c'est le balayage de ma fréquence, et donc au maximum, ça doit balayer de 20 kHz, puisque c'est la bande occupée maximum. Alors, juste un truc, c'est qu'au passage, la plupart du temps, le standard, ça reste quand même 15 kHz ou 12,5 kHz en termes d'excursion. Ça, c'est l'émetteur qui est calibré pour, mais vous pouvez très bien imaginer pousser l'excursion jusqu'à 20 kHz. Ça va sûrement poser des problèmes à votre correspondant qui va dont le récepteur, lui, est prévu pour aller avec une excursion maximum de 12,5 kHz, et que peut-être, du coup, votre correspondant, il va trouver que votre modulation n'est pas bonne. Mais ça, c'est un autre débat. Quelle est la bande passante? Donc là, on vous met un petit schéma avec 3 chiffres. On va supposer que ce sont des fréquences. Une fréquence centrale 730 et puis un maximum, un minimum 720, 740. Et donc quelle est la bande passante? La bande passante, c'est l'écart que j'ai entre 740 et 720, c'est-à-dire 20. Et non pas une des 3 fréquences qui est indiquée sur le schéma. Hein, ça c'est pour revenir finalement ici à ce schéma-là, où ici 720 serait ici, 740 ici, et la bande passante ici ferait 20. Alors, la classe d'émission G3F. On va revenir sur G3F. Qu'est-ce que c'est? F, téléphonie. G, modulation de phase. Donc, je suis en télévision, pardon, F, télévision, et non pas téléphonie. Donc, je suis en télévision. Donc, la classe d'émission G3F est autorisée sur n'importe quelle bande à statut secondaire. Bon. Sur les fréquences inférieures à 430 mégas.
sur la bande des 430 mégas uniquement, sur les fréquences supérieures à 430 mégas. Ça, c'est une question assez tordue parce que ça nécessite à savoir un peu ce que l'on fait. Quand on est en télévision, on a, et quel que soit le type de télévision, en l'occurrence c'est de la télévision analogique, on a besoin d'une bande passante importante, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, à vue de nez. De la télévision en couleur, ça nécessite 6 mégas de bande passante. Ce qui veut dire qu'il faut que vous ayez une largeur de bande occupée sans limite, puisque 20 kHz, votre signal vidéo, il passera jamais dans cette fenêtre-là. Donc il faut que vous n'ayez 6 mégas, mais il n'y a pas de bande vraiment 6 mégas, mais il n'y a aucune limite pour les bandes supérieures à 225 mégas, donc au-delà de 430 mégas. Donc vous pouvez utiliser la télévision sur toutes les fréquences supérieures à 430 mégas, à supposer que la bande ait bien une largeur de 6 mégas. Et en aucun cas, on va vous demander si c'est autorisé par l'IARU, enfin, pas autorisé, recommandé par l'IARU ou pas. Heureusement. Parce qu'évidemment, il y a des plans de bande qui sont prévus par l'IARU, qui est donc l'association des radioamateurs au niveau international, qui donc définit des plans de bande, et qui dit sur telle bande, de telle fréquence à telle fréquence, c'est tel mode, etc., etc. Et alors, le mieux quand même, c'est de respecter ces recommandations, mais en tout état de cause, l'ANFR n'a pas à vous questionner là-dessus. Ça, ce sont notre sauce interne pour savoir comment on se répartit les bandes. L'ANFR ou l'ARCEP nous attribue des bandes, c'est à nous après de les gérer. Voilà. Bon. Bande passante sur des fréquences inférieures à 28 mégas. Alors ça, c'est un peu du style télégraphiste, hein, comme vous voyez. Alors, est-ce que c'est réellement posé comme cela par la NFR? Je ne sais pas, je ne suis pas certain. Mais voilà, j'ai beaucoup de retours qui me disent que c'est réellement posé comme ça. Donc voilà, c'est pas du bon français, je suis d'accord, mais voilà. Donc sur les bandes inférieures à 28 mégas, c'est 6 kHz. Bande passante entre 28 et 144, entre 28 et 144, c'est marqué là, 12 kHz. Sur quelle fréquence la bande occupée ne doit pas dépasser 6 kHz? C'est pour toutes les fréquences inférieures à 28 mégas. Alors, est-ce qu'il y en a une? Il y a 14 mégas. Puisque le 28 mégas, donc entre 28 et 144, 28 étant compris, on a droit à 12 kHz. Sur quelle fréquence la bande occupée ne doit pas dépasser 20 kHz? Sur toutes les bandes, sur le 50 mégas, sur le 10 mégas, sur 144. 20 kHz, c'est de 144 à 225. 144. Sur quelle bande la largeur de bande occupée n'est pas limitée? Alors, il faut chercher une bande supérieure à 430 mégas. La voilà. Quel est le niveau de puissance maximum toléré pour les rayonnements non essentiels d'une émission sur 7 mégas 100? Je suis sur une fréquence inférieure à 30 mégas, donc le niveau de puissance c'est moins 50 dBc, c'est-à-dire décibels par rapport à la porteuse. Un C c'est carrier
Et en anglais, enfin carrier, ça veut dire porteuse. Donc la porteuse, c'est la fréquence sur laquelle j'émets. Et c'est la puissance ici que j'ai sur mon petit schéma là. C'est cette puissance-là. C'est ça ma puissance de porteuse. Et donc mes rayonnements non essentiels, ils doivent être entre ce niveau-là et ce niveau-là ici, je dois avoir 50 décibels. Puisque ici, je ne prends pas en compte cette émission hors bande, qui sont en fait les émissions adjacentes à la bande passante, sur lesquelles c'est même pas la peine de penser à réduire ici à 50 décibels dès le, dès le franchissement là, de cette bande passante, parce qu'on sait que techniquement, il va y avoir cet effet un petit peu de cette courbe en forme de cloche là, euh, qui, va, qui va être impossible à rendre les flancs ici très raides. Techniquement, ça va être impossible. Donc le RR nous dit il faut préserver ici cette, cette émission en bande, et les rayonnements non essentiels sont mesurés uniquement à partir de chaque côté, évidemment, mais à partir au-delà de ces émissions hors bande. Au-delà évidemment de l'émission fondamentale et des émissions hors bande. Et encore une fois, quand on parle d'émissions hors bande, c'est hors bande passante et non pas hors bande radio amateur. Donc voilà, 50 dB. Dans quel document sont consignées les limites des rayonnements non essentiels? Alors, je vous ai dit ici que c'était, alors précisément, c'est l'annexe 3 du RR. Donc, si vous allez le chercher, annexe 3 du RR, vous allez chercher ça. Alors, je l'ai un peu indiqué ici dans le cours. Donc, j'ai donné plus d'informations dans le cours ici. Où est-ce que je l'ai donné? Voilà, donc il y a un peu plus d'informations. Voilà. Donc si vous voulez lire ça, voilà, pas de problème. Mais ça, c'est qu'un résumé c'est un résumé du résumé, hein. Et donc ça, c'est encore plus résumé. On va vraiment à l'essentiel. Et si vous voulez regarder le document, vous allez dans les textes dans le document qui s'appelle texte, et vous avez l'annexe 3, elle doit faire une quinzaine de pages. Voilà, parce que ça, c'est vraiment, c'est déjà super condensé. Et voilà. C'est une norme qui est très, très, très précise. Et voilà, c'est compliqué à décrire. C'est pour ça qu'il y a des tas de descriptions très, très précises. Donc c'est un document édité par l'UIT. C'est pas dans la réglementation ARCEP, puisque la réglementation ARCEP, elle dit regardez ce qui est marqué à l'article 3 du RR, enfin dans l'appendice 3 du RR, tout simplement. Il ne se mouille pas. Alors c'est un document qui est fourni dans les radioclubs AF6KGL, oui. Dans les autres, je ne suis pas certain. Un document de la NFR, surtout pas. En fait, la NFR, elle prend acte de cette annexe 3, et c'est d'ailleurs avec ça qu'elle fait ses tests, quand elle fait des tests sur des émetteurs ou des récepteurs. Enfin, sur les émetteurs en particulier. Alors, le préfet peut-il prendre la décision de contrôler le rayonnement radioélectrique? Alors ça, comme je ne savais pas trop où la mettre, cette question, je l'ai mis là. En fait, les seuls qui peuvent, enfin qui ont les moyens de contrôler
un rayonnement radioélectrique, c'est la NFR. Et d'ailleurs, ça fait partie de ses prérogatives. Donc, en revanche, le préfet, il pourrait, mais je ne vois pas dans quel cadre, il pourrait demander à la NFR de contrôler le rayonnement radioélectrique. Mais lui-même ne peut pas prendre la décision. Je ne vois pas trop dans quel cadre, à part peut-être un brouillage, mais pas certain. Donc moi, je répondrais non en aucun cas. Les autres réponses me semblent pas adaptées. Oui, si la commune compte plus de 40 000 habitants, alors là, je ne vois pas pourquoi. Oui, pour tout le monde et les radioamateurs, bah non. Oui, pour les radioamateurs uniquement, alors je ne vois pas pourquoi les radioamateurs uniquement. À la limite, s'il y avait deux réponses à prendre, ça serait celle-là et oui pour tout le monde et les radioamateurs, mais le préfet n'a pas, il n'a pas de compétences dans tout ce qui est rayonnement radioélectrique. Mesures pour réduire les brouillages. Que faire pour les rayonnements non essentiels, l'autre terme plus concret, ce sont des brouillages. Parce qu'évidemment, si vous émettez une puissance, enfin, au-delà de ce qui est recommandé, enfin pas recommandé, mais de ce qui est autorisé, bah, vous allez émettre sur une fréquence sur laquelle vous n'avez pas à émettre. Et donc vous allez générer des brouillages. En règle générale, quand on parle de brouillage, c'est plutôt quand on est dans les émissions dites hors bande. Vous êtes brouillé quand vous êtes à côté d'une station de forte puissance. Donc à côté d'une station de forte puissance sur la fréquence, ça veut dire dans ces émissions hors bande. Mais quelquefois, ça va bien au-delà de juste être à côté. Et donc là, on est plutôt dans le cas des rayonnements non essentiels. Et dans ce cas-là, si vous brouillez, que faut-il faire? Émettre avec la puissance maximum, ben c'est pas vraiment, puisque ça vaudrait mieux réduire la puissance. Émettre en modulation d'amplitude, alors c'est une mauvaise idée parce que la modulation d'amplitude, c'est une des modulations qui pose le plus de problèmes au niveau des brouillages. Vaut mieux utiliser la modulation de fréquence ou la modulation de phase. Utiliser une fréquence intermédiaire plus basse, ça ne sert strictement à rien. Réduire les rayonnements non essentiels, c'est ce que veut faire comprendre la NFR, enfin tout au moins la personne de la NFR qui a créé cette question, puisque là il vaut mieux réduire et ramener les rayonnements non essentiels à mes 50 microwatts, voilà, ou à mes moins 50 dB pour si ma fréquence est inférieure à 30 mégas. Dernière question, qu'est-ce qu'une fréquence non désirée? Alors, c'est quoi? Alors, une fréquence non désirée, c'est, vous voyez, alors, c'est voilà, quand on parle d'émissions non désirées, c'est tout ce qui est en dehors de la bande passante. Donc, tout ce qui est donc l'ensemble des émissions hors bande et des rayonnements non essentiels, cet ensemble-là, ça s'appelle des émissions non désirées. Alors, il y a des émissions non désirées, encore une fois, celles qui sont hors bande, elles sont non désirées, mais on va avoir du mal à les éliminer. En revanche, au-delà de cette limite ici, donc qui est donc, je rappelle, 2,5 fois la largeur de bande, au-delà de cette limite, donc, ces rayonnements non essentiels doivent être réduits à 43 dB plus 10 log de P ou 50 dB, donc limité à 50 dB si la fréquence est inférieure à 30 mégas. Et donc cette formule-là conduit pour les fréquences qui sont supérieures à 30 mégas à avoir une puissance de ces rayonnements non essentiels inférieure à 50 microwatts.
quelle que soit la puissance utilisée. Alors, donc, qu'est-ce que c'est qu'une émission non désirée? Un parasite atmosphérique? Ben non. C'est lorsque l'opérateur fait des réglages sans utiliser de charge non rayonnante? Ben non. C'est lorsque l'opérateur lance un appel mais que personne ne lui répond? Ben non, c'est pas encore ça. Ce sont tous les rayonnements en dehors de la bande passante nécessaire de l'émission fondamentale. Voilà la définition. Et ça, c'est la définition qui est écrite dans le RD. Et ben voilà, on a fini. Est-ce qu'on est bon? Ah, on n'a pas répondu au filtre secteur. Le filtre secteur est-il obligatoire? Je réponds non. On va voir ce que ça répond. À 5. Et ben voilà, c'était oui. Alors, mon commentaire. Depuis le mois de mars 2013, le filtre secteur et la charge non rayonnante ne sont plus obligatoires. C'est-à-dire que ça, c'était la réglementation avant 2013, donc celle qui a changé enfin, avec la décision 2012-1241. Auparavant, le filtre secteur et la charge non rayonnante et l'indicateur de puissance, c'était les trois éléments obligatoires. Depuis mars 2013, on a retiré et la charge non rayonnante et le filtre secteur. Mais comme la station elle doit être conforme aux exigences essentielles, ça c'est écrit dans la décision 12-1241, du coup, elle est obligée de répondre à la norme CISPR 11. D'où l'utilité, enfin l'obligation d'avoir, enfin que l'alimentation soit filtrée et donc qu'il y ait un filtre secteur. Voilà. Alors, je vous rassure, si vous achetez une alimentation du commerce, le filtre secteur, il est inclus dedans, puisque ce matériel porte le joli logo CE, et donc, s'il y a le logo CE, ça veut dire qu'elle répond à la norme CISPR 11. Voilà. Et cette norme-là, elle est super connue par tous les professionnels qui travaillent sur les alimentations. Voilà. Petit dernier, rapidement, je vois l'heure qui tourne. On va faire la série numéro 4, rapidement, pour voir si on a bien tout compris depuis le début. Donc on revient au premier slide, environnement réglementaire. À qui s'appliquent les dispositions du RR en France? Aux opérateurs de classe. Alors les opérateurs de classe 3 ne sont pas concernés. Aux radioamateurs autorisés seulement, à tous les utilisateurs du spectre radioélectrique, aux opérateurs ayant leur licence depuis plus de 10 ans. Alors, tous les opérateurs ayant leur licence depuis plus de 10 ans ne sont pas concernés. Donc, l'ERR s'applique à tout le monde, enfin tous ceux qui utilisent le spectre radioélectrique, radioamateurs, professionnels, etc., etc. L'article S156 définit le service amateur. Définit le service amateur. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi? Indique que l'indicatif est attribué par les administrations de chaque pays membre de l'UT. Non, ça c'est dans le S25. Définit dans quelle mesure les radioamateurs peuvent aider les administrations en cas de catastrophe. Non, ça c'est la résolution 646. Préconise un programme pour les examens. Non, c'est défini par la CEPT et pas par
l'UIT. De quoi traite la TR6101? La TR6101, je rappelle, c'est la libre circulation des radios amateurs à l'intérieur de la CEPT. Voilà. La 6102, elle définit un programme pour un programme qu'on appelle un programme d'examen qui s'appelle AREC. Et voilà, donc elle ne traite pas des classes du service d'opérateur puisque elle traite d'un programme. Quelle est l'autorité? Donc ça c'est le numéro 3. Quelle est l'autorité qui délivre les indicatifs d'appel en zone 2 de l'UIT? Alors, partout en France, c'est l'ANFR qui fait passer les examens et qui, alors quand je dis en France métropolitaine, mais aussi en Outre-mer, c'est partout l'UIT qui délivre les indicatifs d'appel et qui fait passer les examens. Donc l'ANFR a des antennes dans tous les territoires d'outre-mer, évidemment aussi dans les départements d'outre-mer, et il y a 10 centres à travers la France. Qui attribue le spectre des fréquences? Alors, qui attribue le spectre des fréquences? Alors, soit c'est le Premier ministre qui détermine, enfin qui signe le TNRBF, qui est le document de répartition de l'ensemble du spectre dont les différents intervenants, donc l'ARCOM pour la partie audio et enfin plus radio FM et télévision, ARCEP, bah, c'est tous les autres utilisateurs du spectre radio, et puis sinon bah, les services de l'État avec notamment la défense, mais pas que, qui utilisent aussi des fréquences. Donc nous, c'est l'ARCEP qui après nous attribue des fréquences. Donc là, comme je n'ai pas le Premier ministre, via le TNRBF, ça ne peut être que l'ARCEP. Puisque le ministre chargé des communications électroniques, lui, il s'occupe juste des modalités de l'examen et du programme de l'examen. Tout ce qu'il fait. Et le préfet ne fait strictement rien. L'ANFR, eux, ils font passer les examens et ils attribuent des indicatifs. C'est tout. Ils n'attribuent pas, à la limite, ils vérifient que le spectre radio est bien utilisé conformément à ce que l'ARCEP a défini. À quel type de transmission correspond l'abréviation R3E? Bah, ça y est, ça revient là. Alors, R, porteuse, BLU porteuse réduite, 3 analogique, E, téléphonie. Donc, c'est de la téléphonie, mais on ne sait pas, enfin, c'est pas précisé que l'on était en BLU porteuse réduite. Quel type de modulation est noté à 1B? Donc, c'est de la télégraphie. Alors, ça peut être de la télégraphie ou de la modulation d'amplitude. Ça, c'est un truc... quel type de modulation? C'est une modulation. Donc, c'est plutôt modulation d'amplitude. Là, il faut lire la question... voilà. Puisqu'on demande quel type de modulation, ben, on répond une modulation et non pas un signal transmis. Là, je suis d'accord, c'est très tordu. Hein. Mais bon, question d'examen.
À quoi correspond la classe d'émission J3E? E, c'est donc de la téléphonie. Dans la classe d'émission G3F, que signifie le F? Télévision. Que signifie la lettre D dans une classe d'émission? Alors, la lettre D, ça peut être donc transmission de données ou modulation d'amplitude et angulaire. Alors, ça peut être les deux. Que signifie la lettre D dans une classe d'émission? Donc là, je ne vais pas répondre parce que il y a une chance sur deux de... Ah bah non, de toute façon, il suffit de lire les réponses. De la modulation de données, ça n'existe pas. Donc la seule solution, c'est modulation d'amplitude et angulaire. Là, ça serait transmission de données. S'il y avait eu écrit transmission de données, là, j'aurais pu hésiter. La modulation de données, ça ne veut strictement rien dire. Voilà, donc c'est modulation d'amplitude et angulaire. Vous voyez, c'est que des pièges comme ça où il faut lire 3 fois la réponse ou la question pour être certain de ne pas se planter. Donc ça demande de la concentration. Dans la classe d'émission G8E, que signifie le chiffre 8? Analogique plusieurs voix. Donc là, typiquement, G, phase, E, téléphonie. Donc je suis en téléphonie. J'ai plusieurs voix analogiques, donc je suis en téléphonie, enfin en signal, modulation de phase, FM, enfin de la FM stéréo, mais c'est pas de la FM, c'est de la modulation de phase, de la PM stéréo, par exemple. Donc 8, plusieurs voix analogiques. Symbole de la modulation de fréquence avec emploi d'une sous-porteuse modulante facsimilée. Alors, modulation de fréquence, F. Donc là, j'en ai deux, j'ai celle-là et celle-là. Avec emploi de sous-porteuse modulante. Avec emploi de sous-porteuse modulante. Facsimilé, c'est bien mon C. C'est facsimilé. Symbole de la modulation d'amplitude, double bande latérale, sans emploi d'une porteuse modulante, transmission de données. Alors, modulation d'amplitude, double bande latérale. Donc c'est un A. Bah, tout commence par un A, tout va bien. Sans emploi d'une supporteuse modulante. Sans emploi, donc 1. Ici, ici, ici. Transmission de données, c'est celle-là. Vous voyez, il faut y aller tout doucement par élimination. Symbole de la modulation d'amplitude, bande latérale unique, porteuse supprimée, avec emploi de sous-porteuse modulante, facsimilé. Alors ça, facsimilé avec emploi de sous-porteuse modulante, j'ai un peu de mal. Normalement, le facsimilé, sauf à dire c'est du noir ou blanc et que je n'ai pas de niveau de gris, je suis, voilà, je ne sais pas faire. Donc c'est pas du facsimilé en tout cas, c'est ce qu'on veut, ou si c'est du facsimilé, c'est vraiment du facsimilé très très dégradé. Donc bande latérale unique porteuse supprimée, c'est du J, avec emploi de sous-porteuse modulante 2, et facsimilé, c'est J2C. Alors, à l'examen, je n'ai jamais vu demander est-ce que ce type de classe d'émission veut dire quelque chose, existe. J'ai encore jamais vu ça. Mais voilà, en tout cas, celle-là me semble difficile d'exister. Alors, code pour F1A. Que veut dire F1A? F,
modulation de fréquence. 1, une seule voix. A, télégraphie auditive. Alors, télégraphie auditive. Il y en a 3. Bon. 1, sans sous-porteuse modulante, sans sous-porteuse modulante. Voilà, donc là, et A. Alors maintenant le F, modulation de fréquence, la voilà. Donc, par élimination aussi, voilà. F1A. Un opérateur de classe 3 est-il autorisé à émettre en G3E? G3E, c'est indiqué ici. Donc c'est oui. Les autres réponses, bien moi par non, voilà. Oui, mais avec une PAR maximum de 8, de 10 watts. Alors, ce n'est pas la PAR maximum de 10 watts, c'est 10 watts en sortie d'émetteur. Donc, on peut avoir une antenne avec du gain qui permette d'avoir une PAR supérieure. On en parlera à la fin de la partie technique. Et, pardon, à la fin de la partie de réglementation, puisque la PAR, c'est une notion qu'on doit connaître pour la partie réglementation. Oui, mais avec une puissance d'émission de 5 watts maximum, donc c'est pas la puissance d'émission de 5 watts, c'est une puissance d'émission de 10 watts maximum pour les ex-classe 3. Quelle classe d'opérateur doit posséder un indicateur de Ross? Aucune. Seul l'indicateur de puissance est obligatoire. Unité du niveau de rayonnement non essentiel. L'unité, cette unité-là, ce sont les décibels, les dBc. Donc là, l'unité de ces rayonnements non essentiels, c'est le décibel par rapport à la porteuse. Le dBc, donc le décibel carrier. Carrier qui veut dire porteuse en anglais. Et on n'a pas un terme en français qui désigne voilà, ce concept. Alors, la valeur limite des rayonnements non essentiels est définie par qui? Une norme européenne, l'appendice 3 du RR, une norme française ou l'ARCEP. Donc, c'est l'annexe, l'appendice 3 du RR. Alors, partout, on appelle ça appendice 3 du RR, mais sauf que appendice 3, quand on regarde la traduction, c'est plutôt... Appendice, c'est le terme anglais qui n'a pas été traduit dans les documents, mais on pourrait appeler ça les annexes du RR, qui sont en fait des notes techniques qui permettent de savoir comment, notamment, mesurer, dans quelles conditions on mesure ces rayonnements non essentiels. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'en sait pas tellement plus dans quelle mesure, enfin, concrètement, comment on fait pour mesurer. Donc, vous avez répondu à toutes les questions. Voulez-vous voir les résultats? Bien sûr. Et on a tout bon. Voilà, donc fin de cette séance de bachotage. On a vu donc 3 séries. Et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Bye bye.